Bonjour à tous, il est 13 heures et dans l'actualité de ce 4 mars, ce jour fructueux pour Alassane Ouattara à Paris. Le chef de l'État ivoirien a été reçu par son homologue français à l'Élysée hier mercredi dans la soirée. Les deux hommes d'État ont échangé sur la coopération entre leurs pays. Alassane Ouattara et Emmanuel Macron font de la situation sécuritaire en Afrique subsaharienne une préoccupation constante. Dans l'ouest du pays, l'école a le pouvoir de rétablir l'harmonie entre les peuples. À Guézon, dans le département du Dieucoué, la réouverture des salles de classe est effective après plusieurs semaines de fermeture. En décembre dernier, une crise intercommunautaire avait secoué la localité, semant la peur, la tristesse et la désolation. Et puis, un mois après le coup d'État militaire en Birmanie, des manifestants maintiennent la pression sur l'armée ce jeudi, au lendemain de la journée de répression la plus meurtrière. Selon l'émissaire de l'ONU, dans le pays, au moins 38 manifestants ont été tués pour la seule journée de mercredi. Paris et Washington appellent à la fin de la répression. Voilà pour les titres, je vous le disais il y a quelques instants en ouverture de ce journal. Les deux hommes d'État ivoiriens et français entretiennent des relations privilégiées. Mercredi, le chef de l'État Alassane Ouattara s'est entretenu dans la soirée avec son homologue français Emmanuel Macron à l'Élysée. Les échanges ont porté sur la coopération bilatérale entre la Côte d'Ivoire et la France, ainsi que sur les questions régionales et internationales. On fait le point avec Jérôme Kofi Abolan. Les présidents Ouattara et Macron à l'Élysée, le chef de l'État ivoirien y a été reçu par son homologue français ce mercredi. Une rencontre qui s'inscrit dans la droite ligne de la politique prônée par les deux dirigeants en vue du renforcement des relations exemplaires entre leurs deux pays. Pour eux, il s'agit précisément de mettre en exergue tous les atouts de leur côté pour soutenir le développement socio-économique et politique de la France et la Côte d'Ivoire. Une volonté commune qui leur est si chère, ce qui explique les nombreuses rencontres entre les présidents ivoiriens Alassane Ouattara et français Emmanuel Macron depuis qu'ils sont aux affaires dans leurs pays respectifs. Cette dernière entrevue entre les deux personnalités suivie d'un dîner offert par le président français à l'honneur du chef de l'État ivoirien leur a permis d'évoquer entre autres la question de la lutte contre le terrorisme en Afrique de l'Ouest ainsi que les moyens de financer de façon durable le G5 Sahel. Elle a été précédée par un entretien entre le président Alassane Ouattara et le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian. Il n'y a pas de doute que le président ivoirien et son hôte aient évoqué le renforcement de l'axe Yamoussoukro-Paris avant d'en faire autant avec son homologue français Emmanuel Macron. Retour aux affaires locales. Ce jeudi marque le 7e et dernier jour de campagne pour les différents candidats qui tentent de convaincre les potentiels électeurs pour les élections législatives du 6 mars prochain. Dans exactement 48 heures, les Ivoiriens se rendront aux urnes pour choisir leurs représentants au Parlement. Ils sont plus de 1500 dans les starting blocks. 7 jours durant, ils ont parcouru villes, villages et hameaux pour convaincre les potentiels électeurs dans une campagne électorale qui s'achève ce jeudi sur toute l'étendue du territoire national. Pour rappel, le scrutin vise à renouveler les 255 sièges du Parlement. Et on continue à parler des élections législatives avec l'Institut électoral pour une démocratie durable en Afrique et le Centre Carter qui ont annoncé le déploiement d'une mission d'observation en Côte d'Ivoire. Les deux entités entendent suivre l'évolution du scrutin du 6 mars prochain avec 24 observateurs sur quelques circonscriptions. Les explications de Sephora Zegui. On va faire un travail professionnel, impartial, et être extrêmement aussi prudent. Prenez soin de vous et aussi de votre sécurité. Par équipe de 2, ces 24 observateurs de l'Institut électoral pour une démocratie durable en Afrique et le Centre Carter ont pris la route ce matin pour rejoindre leur zone d'observation. La feuille de route est claire, analyser toutes les phases du processus électoral. Ce qui est bon, nous allons le dire. Quand il y a des dysfonctionnements, nous allons le dire en faisant des recommandations fortes pour permettre à ceux qui gèrent les élections en Côte d'Ivoire de les améliorer.
À leur arrivée, ces observateurs de court terme vont être formés sur les enjeux régionaux et les spécificités de leurs circonscriptions respectives. Au total, le jour du scrutin, plus de 50 observateurs provenant de 28 pays, dont 20 africains, apprécieront le processus. La mission publiera peu après le scrutin les premières conclusions. Il est en tournée. Le journaliste et ambassadeur de la paix Serge Koléa est dans la région de Bouaké. Le Super Ebony 2019 conduit une délégation pour des élections législatives apaisées à Bouaké. Serge Koléa a rencontré plusieurs associations de jeunesse et les a appelées à tourner le dos à la violence. Le reportage de Djeneba Ouattara. Caravane pour des législatives apaisées, étape de Bouaké. Une caravane conduite par Serge Koléa, journaliste. Super Ebony 2019 est désormais ambassadeur de la paix. Avec le soutien du Club des Amis de la Culture, du ministère de la Réconciliation nationale et la Commission électorale indépendante, l'ambassadeur de paix sillonne les différentes villes du pays pour prôner la paix et la cohésion sociale. Sa cible, la jeunesse. Dans tous les conflits, la jeunesse paye un lourd tribut et ils doivent cesser de se laisser manipuler. Ils doivent prendre conscience du potentiel qu'ils ont. Et il n'y a que dans la paix que des projets de développement sont possibles. Il n'y a que dans la paix que ces jeunes sortis des universités avec leur diplôme pourront avoir une chance d'être sur le marché de l'emploi. À Bouaké, les jeunes sont dans un bon état d'esprit. Les jeunes sont engagés véritablement dans la paix et eux-mêmes, ils sont très actifs. Quand je regarde toute l'action dynamique des jeunes étudiants qui se sont regroupés en slameurs, il y a également les acteurs culturels qui ont été très importants dans cette sensibilisation et dans ce message qu'il faut relayer. La caravane pour des législatives apaisées a débuté depuis le 20 février et prend fin le 5 mars. Yamoussoukro et Abidjan sont les dernières étapes de la caravane. Et on se rend maintenant dans la sous-préfecture de Guézon, dans le département du Diokué. La localité a été secouée par des crises intercommunautaires qui ont entraîné la fermeture des classes. Une situation qui appartient désormais au passé grâce aux efforts conjugués de l'UNICEF et de l'ONG Save the Children qui ont procédé à la réouverture des classes. Les deux partenaires ont aussi distribué des kits scolaires aux enfants de l'école primaire de Guézon. Le reportage de Jeanne Toubé. Dans la sous-préfecture de Guézon, à une trentaine de kilomètres de Diokué, en direction de Daloa, l'école a retrouvé ses droits. Les parents d'élèves ont été invités à une cérémonie de remise de kits scolaires présidée par le préfet de la région du Guémon, préfet du département de Diokué. Les kits sont offerts par l'ONG Save the Children. La réconciliation ne peut pas se faire si ceux qui ont perdu tous leurs effets ne peuvent pas aller à l'école. C'est un souci pour les enfants, c'est un souci pour les parents. C'est pourquoi nous avons dit, allons aider le gouvernement à rétablir la continuité de l'éducation. Pour des enfants qui ont été affectés et des parents qui sont démunis et qui ont perdu leur fourniture scolaire, il fallait faire un effort. Nous avons été sensibles à l'adresse du gouvernement. Les enfants inscrits au groupe scolaire Paul Guidibo sont les heureux bénéficiaires de ces kits scolaires. C'était un vœu des enseignants de cet établissement scolaire dont les enfants ont payé un lourd tribut de la crise intercommunautaire qui avait secoué la localité de Guézon en décembre 2020. Les parents sont venus nous dire que vraiment les enfants ont été victimes, raison pour laquelle ils sont à la maison. 2 semaines après, les enfants ont commencé à revenir à l'école. Nous sommes allés vers les parents d'élèves, les parents du village, pour leur dire que de venir, nous allons recenser tous les enfants qui ont perdu leurs biens dans l'incendie, dans cet événement, et nous allons les aider. C'est ainsi que les parents ont accepté de laisser venir leurs enfants à l'école. Sinon, il y avait la peur. On a essayé de faire les rapports aux patrons et effectivement, ils nous sont venus en aide. On va faire les répartitions selon les effectifs des élèves. Pendant plusieurs semaines, Guézon a souffert de la crise ayant opposé les autochtones guerriers et la confrérie de Dozo de Diokué. La méfiance s'était installée entre toutes les communautés au point où la vie dans cette localité dynamique et prospère, grâce à son agriculture basée sur le café et le cacao, était comme arrêtée et pour cause. J'étais dans mon short,
sorti, courir à ma femme. Je ne savais même pas où étaient mes enfants. Le gouvernement a déjà intervenu, c'est que nous, on est contents aussi. Parce que si le gouvernement ne venait pas, c'est ça qui ferait notre inquiétude. Moi, c'est que qui me donne à manger, c'est mon congélateur. 2 congélateurs qui est brûlé là. C'est ça. Si le gouvernement il me donne ça, je suis bien. Conséquence de ces événements, toutes les populations étaient dans la psychose, des années douloureuses, contre-coup des violences dont cette partie de l'Ouest, Guémont et Cavalier notamment, avait été le théâtre au plus fort des crises qu'a connues la Côte d'Ivoire. Grâce aux médiations ici et là, menées par les cadres et les missions des rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire, le conflit a été réglé et c'est à nouveau le vivre ensemble à Guézon. Chacun vague tranquillement à ses occupations avec l'espoir que la population oublie cette parenthèse douloureuse. On vit ensemble comme avant. On fait tout ensemble, on est bien, on court, chacun se lève, s'en va chez son ami. Souvent, on joue des maracanas ensemble. Souvent, quand un a un problème, nous tous, on s'en va le soutenir comme avant. Nous tous, on est la même chose. Il n'y a pas de différence dessus. C'est comme si les langues nous disparent. C'est à cause de ça des palabres. Mais si on s'attend, il n'y a pas de palabres. Il a commencé à refaire bon vivre à Guézon. Ici et là, chacun gère son quotidien à qui mieux. Chose impossible il y a quelques semaines, les femmes n'ont pas d'inquiétude à sortir de leurs maisons respectives pour quelques courses en ville. Nous rencontrons des femmes en tenue de fête au sortir d'un déjeuner, le jour même de la cérémonie de remise de kits scolaires. Quelques heures plus tôt, elles étaient en classe jusqu'à la fin des cours de la mi-journée avec les enfants. Ce jour-là, l'atmosphère était à la joie au groupe scolaire Paul Guidibo. Enfants, parents, instituteurs et institutrices ne cachent pas leur bonheur de réaliser que l'école peut jouer un rôle dans la cohésion sociale et la paix. Avant, il y a des palabres là. C'est à cause de ça ils ont dit que les enfants n'ont qu'à arrêter pour aller à l'école. On sait que l'école là, ça va lui donner demain l'idée qu'il peut connaître. Demain, ça c'est bon, ça aussi c'est pas bon. Mais s'il n'y a pas d'école, s'il ne va pas à l'école, les jeux même ne ouvrent pas, ils ne connaissent rien. C'est la paix qui peut nous permettre d'être ensemble, de vivre ensemble, partager des kits pour que nos fils, nos petits-fils reprennent le chemin de l'école. Je suis vraiment content. Aujourd'hui à Guézon, le groupe scolaire Paul Guidibo a retrouvé la clameur de ses jours de classe avec la présence des enfants. Dans ce milieu d'éducation à la vie et à l'instruction, ces enfants deviennent non seulement le symbole de la vie en communauté des populations, quelle que soit leur appartenance ethnique, régionale, religieuse ou politique, mais encore l'incarnation de vivre ensemble. Ce que Guézon a vécu admirablement dans la paix et l'harmonie, passé les années de crise, et que la population, en écho aux exhortations des autorités préfectorales et des différentes médiations dans la résolution de la crise de Guézon, sont appelés à préserver et même à en faire la promotion. On a fait des sensibilisations à l'école. On a motivé les enfants. On a dit aux enfants qu'il n'y avait plus de palabres et que la paix est revenue à Guézon, de dire à leurs amis de revenir à l'école et que tout a recommencé. Nous-mêmes, on cherchait à trouver des solutions au niveau local pour régler le problème. Et puis l'UNICEF et puis ces véhicules sont venus nous aider. Donc ça va considérablement ramener la sérénité, la tranquillité, la quiétude au niveau de la communauté villageoise de Guézon. Nous avons mis en place un comité ad hoc de suivi des règlements de la crise et nous ferons en sorte que les problèmes de fond qui ont amené cette situation-là, que ces problèmes de fond soient réglés. Mais il faut que de part et d'autre, il y ait le pardon et que tous nous allions vers la réconciliation. Les parents des élèves issus de toutes les communautés vivant à Guézon sont reconnaissants de l'aide reçue du gouvernement à travers la remise de kits scolaires de l'ONG Save Culturel. Parmi eux, les sinistrés et tous ceux qui ont perdu des biens font un plaidoyer aux autorités pour qu'une assistance matérielle et financière leur soit offerte. C'est selon eux un acte important qui va panser les blessures encore profondes et participer à une paix vraie et définitive et surtout vivre ensemble à Guézon. L'école, un facteur de réconciliation nationale. Un reportage de Jeanne Atoubé à revoir sur RTI 1.
On parle aussi de non-violence et de cohésion sociale hors de la Côte d'Ivoire. Au Niger, la première édition du match de la réconciliation et de la paix s'est déroulée à Niamey. L'initiative porte la marque du consul Victor Akessé. Ce dernier entend promouvoir les valeurs de paix et de cohésion sociale, des valeurs actuellement prônées en Côte d'Ivoire. De retour de Niamey, le reportage de Sidonie Davila. La paix par le sport. Un match de football pour renforcer la cohésion entre les Ivoiriens vivant au Niger. Il a opposé l'équipe du RHDP en orange à celle de l'opposition composée du PDCI et du FPI en blanc. Le coup d'envoi est donné par le consul honoraire Victor Akessé. Dès l'entame, les deux équipes affichent leur volonté de plier le match en multipliant les occasions de but. RHDP 1, groupement de l'opposition 1. C'est le score à la fin des 90 minutes. Il a fallu recourir à l'épreuve des tirs au but pour départager les deux camps. Le RHDP remporte la première édition du match de la réconciliation doté de la coupe Victor Akessé. En plus de la coupe, l'équipe victorieuse, le RHDP, a reçu 100 000 francs CFA et l'opposition 50 000 francs CFA. J'ai initié cela parce que nous avons connu des événements douloureux en Côte d'Ivoire lors de l'élection présidentielle. Nous souhaitons que les élections législatives du 6 mars soient des élections apaisées, des élections de fraternité, de réconciliation et de la paix en Côte d'Ivoire, mais aussi la paix au Niger, parce que si le pays n'est pas en paix, il est bien évident qu'on ne peut pas résider ici. Je crois que c'est une très bonne initiative. La réconciliation ne se décrète pas faiblement du bout des lèvres. Elle se vit dans le cœur et elle se traduit de façon robuste dans les pieds. Et c'est ce que nous venons de voir. Je pense que c'est à l'image de ce qui se passe dans notre pays que ce tournoi a été organisé. Et donc fédérer toutes les sensibilités politiques ici autour d'un match afin de créer cet élan de réconciliation. C'est l'objectif principal de cette rencontre. Et je pense qu'on a atteint l'objectif. C'était une très belle fête et tout le monde est parti très content et satisfait. Les prochaines éditions du tournoi de la réconciliation et de la paix seront élargies aux ressortissants des autres pays vivant au Niger ainsi qu'aux Nigériens pour une réconciliation de toute la sous-région, promet l'initiateur. Et on fait maintenant le point de la situation de la Covid-19 au 3 mars 2021. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré hier, mercredi 3 mars 2021, 356 nouveaux cas de Covid-19 sur 2301 échantillons prélevés, soit 15,5% de cas positifs, 171 guéris et 1 décès. Depuis hier, donc, la Côte d'Ivoire compte 33 285 cas confirmés, dont 32 037 personnes guéries, 194 décès et 1054 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 429 177. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique vous informe que le virus circule activement dans notre pays. Il recommande à toute la population le port de masque dans les lieux publics et dans les transports en commun afin de stopper la transmission du virus. On parle maintenant de production aurifère avec le groupe minier de Tongon qui a dressé son bilan de l'année écoulée. C'était devant la presse locale et internationale. Un bilan jugé satisfaisant malgré la crise sanitaire de Covid-19. Le premier responsable de la structure a aussi annoncé les prévisions de l'année en cours. Le commentaire de Jean-Louis Gbangbo. 9 tonnes d'or. C'est la production enregistrée à l'issue de l'exercice 2020 par le gisement aurifère de Tongon dans le département de Mbengue, au nord de la Côte d'Ivoire. La meilleure production en 10 années d'exploitation, soit plus de 30% de la production nationale en or. Une performance malgré la Covid-19 due à la bonne teneur du minerai, à la maintenance de l'outil de production et à la mise en œuvre des mesures barrières. Cette entreprise, selon son premier responsable, Dr Mark Bristow, a versé des dividendes d'environ 81 milliards de francs CFA à ses actionnaires. Un appui au gouvernement à hauteur de 720 millions de francs CFA pour la lutte contre la pandémie à coronavirus.
Conformément à la politique de l'investisseur minier visant à améliorer les conditions de vie des populations riveraines, ce sont environ 8 milliards de francs CFA qui ont été consentis à la réalisation de projets et infrastructures de développement communautaire. Pour 2021, la société minière se fixe comme objectif de produire près de 7 tonnes. Depuis sa première coulée d'or en 2010, ce sont plus de 810 milliards de francs CFA qui ont été injectés dans l'économie ivoirienne par la mine de Tongon. La poursuite de l'exploration et la conversion des ressources en réserve vont prolonger la durée de cette mine jusqu'en 2023. Autre chose à présent, 2 micro-projets relatifs à l'approvisionnement des cantines scolaires viennent d'être lancés dans la région du Sud Comoé et des Grands Ponts. Il s'agit à terme d'approvisionner durablement 6 cantines scolaires de ces régions à travers un appui renforcé à 6 groupements agricoles pour la transformation de vivriers et la pratique de la pêche artisanale. Le reportage de Demadongui connaît pas Gassoro. Depuis 2016, les cantines ne sont plus approvisionnées en vivres selon la direction des cantines scolaires. Cette situation préoccupe les responsables de la direction des cantines scolaires, l'ONG Ivoire Développement Durable et leurs partenaires techniques. Ils décident alors de mettre en œuvre 2 micro-projets avec l'appui technique de l'ANADER dans les régions du Sud Comoé et des Grands Ponts. L'objectif étant d'approvisionner de façon durable 6 cantines scolaires de ces régions à travers un appui renforcé à 6 groupements agricoles pour la production de février, de transformation du manioc en produits dérivés et la pratique de la pêche artisanale. Ainsi, dans le cadre du programme intégré de pérennisation des cantines scolaires, 3 groupements de la région du Sud Comoé ont officiellement reçu des équipements et matériels en vue de garantir le succès de ce projet. On vous prie de faire bon usage de tout ce qu'on vous a donné. On compte sur vous pour que le partenariat avec la Société Générale Côte d'Ivoire soit renforcé. Les cantines scolaires permettent le maintien des enfants à l'école en leur assurant un repas chaud et équilibré par jour. Nous avons choisi, entre autres actions, d'accompagner des groupements agricoles en vue de leur permettre d'approvisionner les cantines en vivres. Les bénéficiaires se réjouissent de l'initiative. Ils n'ont pas manqué de traduire toute leur reconnaissance aux responsables de la direction des cantines scolaires et de l'ONG Ivoire Développement Durable. C'est grand ce qu'on vient de nous donner. On vient de recevoir un don, 2 broyeuses de manioc, 4 presseuses et puis du filet pour nous protéger de tout ce qui est attaque extérieure. C'est très important et nous sommes très contents. Au terme de ce projet, qui est un appui à la pérennisation des cantines scolaires, les élèves des inspections de l'enseignement primaire public de Tiapoun, d'Adiaké et de Bonois vont bénéficier d'un repas chaud, équilibré et riche à midi. Ceci pour leur permettre d'améliorer leurs résultats scolaires. Plusieurs acteurs de l'ANADER, l'Agence nationale d'appui au développement rural, se sont retrouvés à Daloa. Ils ont dressé le bilan des activités contenues dans le plan stratégique de développement 2019-2024. De bonnes perspectives, sinon de bonnes performances, ont été enregistrées malgré la crise de la maladie à coronavirus. Godefroy Okambawa pour le commentaire. Ils sont venus de toutes les directions régionales de l'ANADER du pays, environ 70, autour de la direction générale et du conseil d'administration pour définir les grands axes du programme de travail et de budget annuel. Il s'agit pour les responsables d'évaluer le travail réalisé dans le plan stratégique de développement sur la période 2020. Donc au cours de cet atelier, nous avons pu réaliser nos forces, nos faiblesses et donner les orientations nécessaires pour que sur le terrain, les différentes zones et régions puissent mieux cibler leurs actions afin de répondre aux demandes de l'État du Côte d'Ivoire pour le développement rural de ce pays. 4 jours de réflexion sur les recommandations de l'atelier bilan, de programmation et les outils de suivi du plan stratégique de développement 2019-2024 de l'agence et la présentation du portefeuille des projets et activités pour l'année 2021. Toutes ces activités-là sont adossées à notre plan stratégique de développement qui a été élaboré au sein de l'ANADER même. Et c'est ce plan-là que nous suivons depuis pratiquement 2 ans. Il y a des recommandations qui seront décidées et ceci soit vraiment sur le terrain pour le bonheur surtout de nos parents paysans. Le directeur général de l'ANADER, l'Agence nationale d'appui pour le développement rural, Sidiki Sissé, a rappelé à ses collaborateurs la mission qui est la leur.
Il a ensuite invité toutes les parties prenantes à renforcer leurs capacités en vue de l'atteinte des objectifs. Il faut que chacun puisse aussi avoir la bonne compréhension des travaux qui nous sont confiés. Aujourd'hui, le gouvernement de la Côte d'Ivoire met en œuvre un certain nombre de programmes pour que la sécurité alimentaire en Côte d'Ivoire soit une réalité. Met en œuvre un certain nombre de programmes pour que les paysans sur le terrain ne souffrent pas de la maladie à Covid-19. Crise sanitaire oblige, le directeur de l'ANADER a exhorté ses collaborateurs à observer les mesures barrières liées à la Covid-19 pour limiter sa propagation, surtout en milieu rural. Et puis sur la thématique de l'emploi jeune, près de 1000 jeunes de la région de Beké vont pouvoir enfin démarrer leurs différents projets. Ils viennent de bénéficier de chèques d'un montant global de 436 millions de francs CFA. Une remise de chèques qui s'inscrit dans le cadre de la troisième phase du projet Agir pour les jeunes. Le reportage de Marie-Pascale Digbé, l'art ceinture retrouvé dans nos prochaines éditions. Dans le village d'Anoumabo, des veuves et des orphelins ont reçu la visite de la Fondation Paix et Unité en Afrique. Des kits alimentaires d'une valeur de 3 millions de francs CFA ont été distribués. Le compte-rendu d'Asto Touré. Une journée de charité initiée par la Fondation Paix Unité en Afrique au profit des veuves et orphelins d'Anoumabo. Une action sociale qui vise à promouvoir les valeurs de solidarité, de cohésion et de paix. La Fondation Paix Unité en Afrique s'est donné comme mission d'apporter assistance et soutien à toutes ces victimes qui ont besoin de notre compassion et de notre solidarité pour vivre aussi une part de bonheur. Donner de ce qu'on a pour faire vivre et rendre heureux ceux qui nous entourent reste pour nous des défis à relever au quotidien et nous incite à plus d'engagement, plus de solidarité à l'endroit de nos frères et sœurs, de nos parents. Cette action, qui s'inscrit dans le cadre du lancement officiel des activités de la Fondation, a permis d'offrir des kits alimentaires composés de riz, d'huile, de pâtes alimentaires et des ustensiles de cuisine. J'ai reçu le don, je remercie le président en question. Qu'il y ait la paix dans le monde, qu'il y ait la santé surtout. 3 millions de francs CFA ont été investis. 1957 à 2021, 64 ans d'art visuel en Côte d'Ivoire. C'est le titre de l'exposition qui se tient depuis le mois dernier au Musée des cultures contemporaines à Damatungara, dans la commune d'Abobo. L'exposition a convoqué l'ensemble des disciplines, la peinture, la sculpture, la photographie et le design, des disciplines portées par plusieurs générations d'artistes. Jean-Marc Djadji. Reportage à retrouver dans nos prochaines éditions. On continue avec l'actualité hors de chez nous au Tchad. La Cour suprême a publié hier mercredi la liste des candidats retenus pour la présidentielle du 11 avril prochain. Sur 17 candidatures déposées, 10 ont été retenus. Les candidats d'opposition Yaya Dilo et Masra Succès, qui ont fait l'actualité ces dernières semaines, ne seront pas de la course. Bien que retenu dans la liste, le principal opposant, Saleh Kebzabo, annonce son désistement. Il persiste et signe qu'il ne participera pas à la présidentielle le 11 avril prochain. Et puis, journée noire en Birmanie, au moins 38 manifestants pour la démocratie ont été tués et plusieurs autres blessés hier mercredi par les forces de sécurité. Des militaires qui continuent à tirer à balles réelles, défiant le concert de protestations internationales. L'émissaire onusienne pour la Birmanie a appelé les membres de l'ONU à prendre des sanctions fortes après cette journée, la plus sanglante depuis le coup d'État du 1er février. Et face à la junte qui semble plus déterminée que jamais à éteindre le feu de la fronde qui souffle sur le pays, Paris et Washington ont fait part de leur inquiétude. Ils exigent la fin de la répression. Et on vous rappelle cette principale information de ce journal. Je vous le disais en début du journal, les deux hommes d'État ivoiriens et français entretiennent des relations privilégiées. Hier, mercredi, le chef de l'État, Alassane Ouattara, s'est entretenu dans la soirée avec son homologue français Emmanuel Macron. C'était à l'Élysée. Les échanges ont porté sur la coopération bilatérale entre la Côte d'Ivoire et la France, ainsi que sur des questions régionales et internationales.
Voilà, chaque jour qui passe est une promesse renouvelée de vous offrir des informations de qualité sur RTI 1. Ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi. L'info revient à 20h avec Marie-Laure Ngouran. Bon après-midi à tous.